propose de découvrir, de redécouvrir les faits qui se sont produits sur notre île en compagnie d'un invité qui m'attend pas très loin d'ici et je vous propose d'aller le rencontrer. Alors, je suis maintenant avec mon invité, il s'agit de Bouane Lada Djoumbé, plus connu sous le nom de Lada. Lada qui est juste à côté de moi. Bonjour Lada. Bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. Alors, vous nous avez amené ici dans ce lieu pour justement faire cette émission, la tournée ici. On est à Bouéni. On est où très exactement pour ceux qui nous regardent? Alors, pour ceux qui nous regardent, on est sur une maison d'une personne se trouvant sous le joug de la justice, parce que elle a hébergé quelqu'un chez elle, elle avait loué sa maison à quelqu'un, et cette personne a sous-loué à son tour la maison à plusieurs personnes. Donc la personne est sous le coup de la justice parce que juste son problème c'est que la maison lui appartient. Donc responsable, elle est pour la justice, elle est responsable de ce qui se retrouve dans sa maison. Donc pour vous, en tant que membre du CODIM, c'était important de tourner cette émission ici? C'est important de faire cette émission par rapport à plusieurs réunions qu'on a eues avec la préfecture et le dédain qu'on a constaté de la préfecture envers le peuple mahorais. Donc nous, c'est encore une autre façon de rabaisser les Mahorais ou de nous pousser, nous le CODIM, à arrêter de, excusez-moi du terme, faire chier la préfecture. Alors justement, Lada, vous avez parlé de cette affaire, l'affaire de Salama, qui on le sait a été condamné, enfin le procureur a requis 8 mois de prison, donc 4 fermes pour cette affaire justement. Salama à qui on reproche d'avoir décasé une personne qui louait son logement, une personne qui... Elle est en situation régulière, vous l'avez expliqué, mais qui, a priori, bon, l'affaire l'expliquera, le reportage expliquera mieux que ça. On en parle juste après, on le regarde, on en parle juste après, Lada. Les décasages n'en ont pas fini de faire parler d'eux. Près d'un an après les faits, hier le tribunal correctionnel jugeait l'une des membres du collectif du Sud, accusée d'avoir jeté à la rue un couple et leurs 3 enfants, qui louaient l'un de ses logements. Les faits reprochés datent de mai dernier. Mais depuis, la victime d'origine comorienne en situation régulière et en possession d'un bail dit vivre un véritable cauchemar. Ses enfants et son mari ont dû partir en métropole et les souvenirs de ce jour la hantent quotidiennement. Face aux preuves qui accablent la propriétaire et membre du collectif, le procureur a donc requis 8 mois de prison, dont 4 assortis de sursis, ainsi qu'une mise à l'épreuve de 2 ans. Et si le délibéré ne sera rendu que le 5 avril prochain, ce matin la colère était vive du côté des membres du collectif de défense des intérêts de Mayotte. En fait, à chaque fois que nous, le CODIM ou les associations mahorais qui défendent l'intérêt de notre île, on a tendance que nous, on nous traite de xénophobes et du coup on comprend pas. Du coup là, on va essayer de faire une réunion de concertation. On va encore chercher à appeler toutes les associations, les collectifs qui ont tendance à défendre l'intérêt de Mayotte à venir nous rejoindre. Parce que sans ces associations, ces collectifs-là, sans ces Mahorais, cette situation vraiment inacceptable dans notre île, ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain. Surtout maintenant, à la veille des élections. Les membres du collectif ne semblent pas comprendre la gravité des faits qui sont reprochés. La prévenue est pourtant accusée de violation de domicile, expulsion illégale, discrimination et injure à caractère racial. En effet, une vidéo du décasage a été présentée au juge et ne risque pas d'arranger les affaires de la prévenue. De quoi néanmoins raviver les vives tensions communautaires qui ont conduit à la crise des expulsés. L'incompréhension face à la loi demeure du côté du CODIM qui va organiser une réunion de crise demain soir à Bouéni. Des actions de soutien sont à prévoir dans les prochains jours, en attendant le verdict du 5 avril prochain et la décision définitive des juges. Alors on l'a vu dans le reportage Lada, on a vu Salama qui est effondré avec ces réquisitions qui ont été portées par le procureur. Une situation que vous, le CODIM, vous accusez, une situation que vous pointez du doigt. Au vu de la situation, pour vous, ce n'est pas normal, d'après ce que vous nous dites, Lada. Oui, ce n'est pas normal cette situation, sachant que surtout la personne
chez lui et accusé alors que nous, on estime que la personne est victime. C'est pas la personne qui a délogé les personnes, c'était un mouvement du peuple qui a, face à une situation, a fait un mouvement de décasage pour attirer l'attention de la préfecture, donc de l'État, de faire son travail. Donc cette personne habitante dans la maison qui a été délogée à cette occasion n'a porté qu'à avec nous, on sait, même si ce n'est pas prouvé, qu'il y a certaines associations comme le CIMAD qui sont derrière elle, ont poussé la personne à vouloir porter plainte justement pour porter préjudice à Salama. Donc la personne a porté plainte contre Salama parce que c'était impossible de porter plainte contre tout un village, contre toute une commune. Justement, là, ce qui est reproché aussi, c'est que la personne était en situation régulière, elle avait un contrat, elle avait un bail, donc qu'il a lié à Salama, et aujourd'hui, la justice, elle est ce qu'elle est, la loi est ce qu'elle est, la DAF, vous en êtes conscient. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, c'est vrai, elle avait un bail, mais ça faisait depuis... le bail se terminait en juin de l'année dernière. Et depuis janvier de la même année, la personne ne paye plus de loyer. Donc, à plusieurs reprises, Salama a essayé de faire partir cette personne, de lui dire en lui parlant, en lui disant « Allez-y, c'est ma maison, vous devrez payer, si vous ne payez pas, vous partez ». Et sachant que le collectif qui faisait le décasage avait émis des lettres disant aux personnes qui ont une habitation avec des personnes en situation irrégulière de le sortir. Si ce n'est pas le cas, nous, on va rentrer par tous les moyens dans les maisons pour faire le décasage. Donc la personne est venue à nouveau pendant le mouvement en disant à la personne de partir parce qu'elle ne veut pas voir sa maison saccagée. Mais est-ce que c'est à vous de faire ça C'est pas à nous de le faire, parce qu'à plusieurs reprises, le peuple mahorais a fait savoir à la préfecture de toutes les manières possibles, humainement possibles, de faire son travail. Elle l'a pas fait. C'était cette façon de faire a été une énième lancée pour dire à la préfecture, faites votre travail, faites-le, nous on peut le faire. Mais ça sera comme faire de la chirurgie avec des haches. Alors là, on va rester dans le sud, on va parler d'une situation qui touche 8 communes du sud, dont la vôtre, Boni, avec ces restrictions d'eau, ces tours d'eau qui ont été installés depuis ces problèmes de pénurie, avec la fédération mahoraise des associations environnementales, la FMAE, qui monte au créneau concernant une situation qui pour elle n'a que trop duré. On regarde le reportage de la DAI, on en parle juste après. Après des semaines de coupures d'eau dans le sud et en cette journée mondiale dédiée à l'or bleu, la Fédération mahoraise des associations environnementales de Mayotte a décidé de prendre la parole. Un courrier a ainsi été envoyé à la ministre des Outre-mer afin qu'elle détermine pourquoi les tours d'eau restent toujours de vigueur. Ça a trop perduré. Là, actuellement, on a enfin une bonne pluviométrie dans la zone concernée, c'est-à-dire dans la retenue collinaire de Kombani. On vient de nous annoncer officiellement qu'il y a 50% de taux de remplissage. Comment ça se fait-il que on a toujours des restrictions au sud? Le président se demande ainsi si les problèmes de remplissage ne seraient pas également dus à d'autres facteurs que le manque de pluie, tels que des fuites dans les ouvrages, un manque d'entretien de ces retenues collinaires qui n'arrivent plus à stocker de l'eau convenablement, ou encore des fuites dans le transport de l'eau, estimé à 20%. Il faut savoir que par rapport à nos collègues peut-être métropolitains ou ailleurs, quand on dit 60% de rendement, pour eux, c'est de la bonne qualité. Le réseau fonctionne bien. Mais ici, à Mayotte, quand on parle de 80% par rapport aux problématiques de l'eau, ça c'est énorme. En calculant, ça nous revient à dire qu'on perd par an 7 millions de mètres cubes. Face à la situation, la FMAE réclame plus de transparence, notamment en ce qui concerne le plan eau pour Mayotte. Reste pour l'heure trop flou pour Ourfan Ali. Nous, on estime qu'en tant qu'usagers, les personnes à être informées par rapport à toutes les étapes, par rapport depuis jusqu'à aujourd'hui, ça serait nous les usagers. C'est nous qui payons les syndicats des eaux, c'est nous qui payons la SOGEA, c'est nous qui payons toutes ces personnes-là. Mais comment ça se fait-il qu'on n'est pas informé, on n'est pas pris à juste titre en tant que des vrais acteurs de développement de ce type?
Chacun souhaite en effet savoir quelle sera la suite exacte donnée à cette crise de l'eau, qui aura eu le mérite de soulever un problème jusqu'alors abandonné de tous. Alors une fédération, on l'a vu dans le reportage l'ADA, qui monte au créneau, qui en a assez et qui pointe du doigt les autorités et également la situation qui aujourd'hui pour elle devrait être différente, autrement en tout cas que ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, la situation pourrait être différente parce que moi-même faisant partie d'une association environnementale qui est l'ACEEM, qui a fait ses preuves au niveau national, voire même au niveau international, de ce qu'elle est capable de faire. Donc moi, il y a la situation actuelle, quand on voit la vitesse à laquelle les gens s'installent illégalement sur des terrains qui étaient laissés, soit qui appartiennent à des personnes qui ont été laissées en friche, où la nature, il y a certains endroits, la nature avait pris ses droits, et des personnes qui viennent s'installer sans demander à personne, qui dégradent les cours d'eau. Les cours d'eau sont mis à nu, donc on a de moins en moins, on voit des cours d'eau qui duraient pendant toute l'année. Aujourd'hui, même au milieu du Kashikazi, dès qu'il a fini de pleuvoir, la rivière retourne à sec. Donc nous, les pénuries d'eau, c'est parce qu'il n'y a plus d'arbres dans les forêts. Parce que le gouvernement a laissé pourrir la situation environnementale. Au lieu de prendre des gens pour entretenir les forêts, les eaux, les abords des rivières, des gens qui aiment cet environnement, j'accuse pas les personnes qui travaillent directement dedans, mais c'est les personnes qui sont censées embaucher des gens pour faire le travail. Il faut embaucher des gens qui aiment ce travail. Aujourd'hui, on a une situation qui est quand même, encore une fois, d'un côté, on en a un discours qui dit que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, un autre, des gens qui ne comprennent pas pourquoi ces tours d'eau continuent. Le cours d'eau aujourd'hui, pour l'État, elles sont nécessaires, mais il faut savoir que avoir subi ces tours d'eau après vous le vivez on le vit très mal. On le vit très mal. Pour nous, les tours d'eau, le manque d'eau est lié directement à l'immigration clandestine. Il faut savoir que vers les années 80, Mayotte avait 14 000 habitants. Aujourd'hui, pour nous, population, on estime qu'on est à plus de 500 ou 600 000 habitants. Donc les retenues n'ont pas été faites. C'est quand même bien en deçà de ce qui a été avancé par l'INSEE. Oui, c'est un de ça. Mais il faut savoir que dans les villages, j'étais dans le village quand il y avait des jeunes qui venaient faire le recensement dans les villages. Et j'ai des voisins qui sont clandestins, où il y avait 14 personnes dans une cour avec une maison et quelques bancades dans la cour. Il faut savoir que ces personnes n'étaient pas présents, n'ont pas voulu faire le recensement. Donc, j'ai demandé à la personne, les voisins d'à côté, vous n'allez pas chez eux. La personne qui faisait le recensement m'a dit, j'ai pas le droit parce qu'il n'y a pas les personnes. Donc, s'il y a 14 personnes qui n'ont pas été recensées dans mon village, donc il faut savoir, alors que mon village est connu comme celle qui a le moins de clandestins, il faut savoir qu'il faut regarder dans la commune de Kungu, dans la commune de Mamoudzou, dans la commune de Tingoni, là où on estime qu'il y a le plus de clandestins. Combien n'ont pas été recensés, justement? Ceux qui ont accepté d'être recensés, c'est ce qui figure dans le registre. Alors, on va passer à notre sujet, Lada. On va parler de cette famille qui a été confrontée à une situation problématique et qui se retrouve aujourd'hui face au CHM et au service de santé, au service au secours, pour justement une affaire d'AVC qui n'a pas été prise à temps, qui n'a pas été prise en charge à temps et qui a donné lieu à un coma d'un membre de leur famille. On regarde le reportage, on en parle juste après, Lada. Pour la famille Soula Madi, l'inquiétude est grande, la douleur profonde. Depuis une semaine, le fils, Younoussa, 43 ans, est dans un coma profond suite à un accident vasculaire cérébral. Un AVC dont les premiers signes apparaissaient pourtant à la fin du mois de février dernier. Il s'était présenté de lui-même à l'hôpital de Kani. Et avec ses antécédents, le médecin a dit que c'était une gastro alors que lui, il se plaignait de migraines, de vomissements, de vertiges. Et il est revenu à la maison avec, comme d'habitude, des dafalgans. Et deux jours après, il est retourné on a appelé les pompiers, pensant que comme ça, ils allaient mieux s'occuper de lui. Mais en fait, les pompiers sont venus nous agresser, comme quoi lui, il était capable d'aller là-bas. On pouvait prendre le taxi ou nous, on pouvait aller l'emmener de nous-mêmes.
Et quand il est arrivé au CHM, il a montré ses antécédents au médecin, pareil. L'urgentiste était très désagréable. Et pareil, il lui a dit que c'était la gastro, alors que lui, il savait très bien que ça allait mal. Qu'il avait juste besoin d'aller passer un scanner. Il fallait juste qu'il fasse l'ordonnance. Parce qu'il ne peut pas passer le scanner s'il n'a pas d'ordonnance. Et le médecin a refusé, donc il a dû rentrer à la maison. Et c'est là où on est allé au privé. Et au privé, ils ont appelé une ambulance qui l'a amené aux urgences. Et de là, il est resté des heures et des heures dehors. Et quand ils l'ont pris, c'était déjà trop tard. Une situation qui aurait pu être évitable d'après ses proches. Pour sa femme, ce fut des moments particulièrement difficiles. Waye gentil na onyahe pia si waikaparo familia mrupeu bewasanga za fete zitongo zatu zaenda hazuri kaishinda wasumone heli aliyorende turi handa turi ya bili turi ya raru deza jazenda taza hesizi yabo nsusiki heli na mwaname wangu ya konifia mihononi heli ya rengwa la pitali ya momoju babu mtitso idela maana tuono mtaparo zona mrie hifa basi tuono kama uribale mewangu hanifia mihononi. Un système de santé et de secours aujourd'hui défaillant à Mayotte pour les Soulamadi. Pour une famille qui n'est pas son premier cas, un autre membre de la famille, victime également d'un AVC il y a 3 ans, est aujourd'hui tétraplégique. La situation de Yunusa est la fois de trop. Dizeria saya nea mtsana ata paka de saya ya nea ukwari saya ya nea ukwari ede bwanyu akojo mrenga basa basi washawa mparamba madzaisa ariba mishameno ni hatu kodi wakojo mrenga wambinge tini dans le coma safikia wae vanu akaho tailewe ni rangu mfumotsano siku mfumotsano taleo suku 10 jimwanini lago vanu suku 10 weka buha vanu dersumo na basambata hagudzue basi wami tija vanu hasibabu ya utungu hasibabu ya uskitifu hasibabu ya uporeho lejuboreha noboreha wanyangu ya ukazawa pararaha tinata mamba penye mwengali yao muna utungu na wami musuni boreha musona utungu. Entre la vie et la mort, Yunusa est désormais prise en charge à l'île de la Réunion. La famille, quant à elle, remontée contre les secours et le personnel du centre hospitalier, n'exclut pas de déposer une plainte contre ces 2 services. Famille Soulamadi est vraiment très remontée. Ils en veulent aux médecins, ils en veulent au secours par rapport à ce qui arrive aux membres de leur famille, qui est dans le coma, qui a été pris en charge à La Réunion. Aujourd'hui, vous, cette situation, elle vous inspire quoi, Lada? Moi, la situation de cette famille, je l'ai quasiment vécue à la même situation. Parce qu'il y a rien que le samedi dernier, on a enterré mon beau-frère qui a décédé à Métropole par un cancer. Et cette personne, mon beau-frère s'est rendu à plusieurs reprises à l'hôpital pour des douleurs ici à Mayotte, à l'estomac. Et à chaque fois, on l'a envoyé à la maison pour les mêmes situations que la famille qu'on vient de voir sur le reportage. On lui donnait un dafalgan et des antidouleurs justement pour rentrer chez lui. Et la plupart du temps, c'est qu'on ne le croyait pas. On ne le croyait pas parce que c'est pas un truc qu'on pouvait voir physiquement. C'est pas, on voyait rien transparaître. À la fin, on a fini par aller à l'hôpital à Mamoudzou une première fois, puis une deuxième fois et c'est juste un médecin qui n'a pas voulu, je voudrais pas citer son nom là-dessus, qui a travaillé à un certain hôpital à Métropole. Et ce médecin nous a dit sur toutes les analyses qu'on a fait, je soupçonne le cancer, mais au jour d'aujourd'hui à Mayotte, on n'a pas assez le matériel ni le personnel pour pouvoir diagnostiquer ce genre de maladie. Donc il a fallu, on a demandé à ce que mon beau-frère soit évassané à La Réunion ou à Métropole, ce qui n'a pas pu être fait, ce que l'hôpital n'a pas osé faire, je sais pas, par
par un souci d'argent, alors qu'on voit qu'il y a des clandestins qui arrivent, dès qu'ils arrivent en Kassa, ils sont renvoyés directement à la Réunion. Ils sont mieux soignés que nous, des gens qui sont sur le territoire, qui payons des impôts pour être soignés, des gens qui n'ont qui n'ont pas à être à Mayotte, qui sont mieux soignés sur le territoire que nous. Donc mon beau-frère en allant à la métropole, effectivement, ils ont alors le billet, on l'a payé de nos poches, la famille, on a déboursé, ils n'ont même pas voulu le faire. On s'est collecté en famille pour renvoyer mon beau-frère à métropole sur un hôpital. Effectivement, ils ont remarqué que le cancer était à un stade très avancé et ils ont tout essayé à métropole, mais il était trop tard. Il était trop tard. Donc, avec un enfant en bas âge à la maison, le père partir aussitôt parce que on a trop d'immigration sur le territoire. Je sais que les médecins sur le territoire, même sur certaines choses, ils auraient pu prendre du temps pour réellement diagnostiquer les choses. Donc aujourd'hui, il faut faire le maximum. Quand on voit l'hôpital le matin, il y a plus de 200 personnes en attente, que ce soit sur les dispensaires ou que ce soit à l'hôpital à Mamoudzou. Le médecin ne peut pas prendre le temps de s'occuper de tout le monde. Mais ça, si la préfecture pouvait empêcher l'arrivée massive de l'immigration clandestine sur le territoire, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de maladies qui auraient pu être soignées. Le personnel à l'hôpital ne serait pas autant en surcharge et prendrait le temps de soigner la population mahoraise. Alors là, vous parlez d'un médecin qui vous a clairement fait comprendre qu'il n'avait ni les moyens matériels, ni les moyens humains pour pouvoir prendre en charge correctement votre beau-frère. Effectivement, la personne nous a dit qu'ils n'ont ni le matériel. Ça vous a fait quoi au moment où vous l'a dit? Moi, sur le moment, étant à l'hôpital, parce que le message, je l'ai eu à l'hôpital, sur un service où j'y ai séjourné personnellement, et quand on voit le nombre de chambres qui sont occupées, le nombre de personnes qui sont à l'intérieur, qui sont soignées, et le médecin nous faisant comprendre ça, on se dit que la plupart des budgets de l'hôpital de Mayotte part chez les clandestins, alors que c'est un budget qui est prévu pour une population à Mayotte qui est au-dessus des estimations qui sont faites. Alors, Lada, permettez-moi, enfin, depuis tout à l'heure, on parle de différents sujets, et à chaque fois, le mot clandestin, immigration revient pour vous. Tout ça, c'est lié? Pour moi, tout ça, c'est lié parce que quand on remarque, on prend les problèmes de Mayotte une par une, on sait qu'ils ont tous la même source. On parle à Mayotte, on dit que il n'y a pas assez d'argent pour construire des écoles. Les écoles sont insuffisantes par rapport au nombre d'enfants qu'il y a sur place. On sait que le Mahorais ne fait plus d'enfants. Il y a une politique qui a été faite pendant un certain nombre d'années sur Mayotte pour empêcher, pour dire aux Mahorais de faire 1 ou 2 ou 3 enfants maximum. Aujourd'hui, ce message est passé chez le peuple mahorais. Mais j'ai eu aussi une discussion avec des amis, ils m'ont dit qu'il a vu des chiffres montrant qu'à Mayotte, il y a environ 2 à 4 enfants par famille chez les Mahorais et ils sont en moyenne 7 chez les immigrés, chez les clandestins. Une étude qui a été faite par qui? Donc ça, une étude, j'ai pas vraiment suivi justement qui avait fait l'étude, mais en voyant déjà, quand on voit que les personnes arrivent à Mayotte, font des enfants, il faut savoir que c'est ce que je remarque sur ces personnes, c'est que pour eux, un enfant est un outil. Est un outil pour accéder à des papiers, là, c'est votre interprétation, à une situation. Lada. Ouais. Oui, ça peut être une interprétation, mais ce qu'on remarque, imagine une mère avec des enfants qu'on attrape, qu'on veut envoyer chez elle. On lui demande, est-ce que vous avez des enfants? La personne dit, j'ai pas d'enfants. Quand on voit les enfants qui sont abandonnés dans tout Mayotte, ça peut pas être qu'une interprétation, c'est ce qu'on observe. C'est une observation, c'est pas qu'une interprétation. Donc on observe que ces enfants, ces personnes se servent d'avoir d'enfants comme un outil, que ce soit pour faire des enfants entre immigrés sur le territoire ou se marier avec une personne, un Français, ça leur garantit un papier, des papiers automatiquement. Donc quand on voit les hôpitaux qui sont surchargés, quand on voit tous les bureaux, les administrations qui sont surchargés, et quand on voit, par exemple, pour vous donner une anecdote, à chaque année, je recevais le papier de la déclaration d'impôt chez moi, à la maison.
Cette année, comme par hasard, avec le souci de la poste, j'ai pas réussi à la voir à la maison. Je suis allé à 4 reprises. J'ai pris 4 journées. À Mamoudzou, juste pour retirer le papier physique de la déclaration d'impôt. Ma déclaration d'impôt 2015, je les ai déposées cette semaine. Je l'ai déposée que cette semaine parce que à chaque fois, il y a tellement de monde, j'arrive même plus à accéder à l'intérieur de bureau si je pars pas à 4 heures du matin. Alors là, on va faire une petite pause. On reviendra sur le reste de l'actualité dans quelques instants. On regarde une page de pub et on en parle juste après de l'actualité. À tout à l'heure. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de l'émission Les Rendez-vous de l'Info, toujours avec mon invité, Boualada Djumbe, qu'on appelle plus communément Lada. Lada, l'actualité, on continue à en parler, on en a parlé dans la première partie, on continue lors de la deuxième avec cette actualité, ce fait divers qui s'est produit il n'y a pas longtemps du côté de Mtsapéré, la boulangerie qui fait face à la MJC a été braquée, un braquage qui a beaucoup choqué, qui en tout cas la propriétaire en ressort complètement dépité. On regarde le reportage Lada et on en parle juste après. Les braquages semblaient s'être calmés depuis plusieurs semaines. Mais hier à Mtsapéré, un individu a rappelé ô combien la délinquance n'admet plus aucune limite à Mayotte. L'un des témoins de la scène raconte ce qu'il a vu. Écoutez, moi j'ai passé, j'ai vu la dame, l'indienne, elle était seule assise là-bas. Et je passe, je lui dis bonsoir madame, elle me dit bonsoir, et puis moi je passe. À quelques secondes, je retourne derrière, j'attends, la dame elle est en train de crier Mouizi, 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 Mouizi. Alors moi je me demandais qu'est-ce qu'il y a. Je viens de passer tout de suite là, la dame elle était seule. Alors j'ai fait demi-tour, je vois la dame, elle était en train de pleurer, et j'ai vu les messieurs de taille courte. Il avait un petit sac à dos aussi au dos, mais je n'ai pas vu le visage. Parce que quand je suis en train de retourner derrière, les messieurs là, ils quittaient au magasin pour ouvrir. Alors je ne l'ai pas vu, mais elle a couru, elle a pris les escaliers pour aller. Le récit de la fuite de la caissière est confirmé par cet autre témoin. Selon lui, le braqueur a pris soin de se munir de la caisse avant de prendre ses jambes à son cou et de s'engouffrer au cœur de Mtsapéré. Il est rentré, moi je l'ai vu rentrer, la dame qui était derrière la caisse, elle est sortie en criant. Et le temps que moi je me retourne parce que j'étais en voiture, il avait déjà pris la caisse et il était en train de courir sur le trottoir juste à côté de moi en voiture. Donc je me suis demandé si j'allais pas le renverser avec la voiture pour le stopper, mais bon. Et après il est parti direction Mtsapéré Centre par le boulevard. Il a croisé une personne, un passant sur le trottoir, qu'il a mis en joue pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il se pousse. Le malfrat était donc muni d'une arme à poing. Quant à savoir s'il s'agissait d'un vrai pistolet ou d'un simple gadget, ce témoin n'a pas été en mesure d'en juger. Moi j'ai vu l'arme quand il l'a braqué, le mec sur le trottoir pour qu'il se pousse. Et ça ressemblait à un automatique comme à la police. Mais après de là à dire voilà, une fois de plus si c'est un factice ou pas, ça je peux pas dire. Arme factice ou véritable pistolet, quoi qu'il en soit, ce fait divers montre à quel point certains délinquants ne reculent devant rien pour seulement quelques dizaines d'euros. Alors un énième fait divers qui touche Mayotte, notamment un braquage avec armes ici. Lada, vous en pensez quoi, clairement? Pour moi, ça fait partie de la logique des choses, de ce que la préfecture, parce que pour moi c'est intentionnel, ce que la préfecture fait subir à Mayotte. Là, ce braquage est... Ce braquage, parce qu'on sait que la plupart du temps, les jeunes délinquants, les jeunes voyous, qui se font arrêter sur le territoire sont présentés à la justice avec des aveux obtenus par les policiers, par les gendarmes à l'appui. Une personne qui se fait présenter devant la justice, on retrouve les mêmes personnes qui sont fait arrêter le matin, qui ont été présentées par exemple au juge le matin. C'est la même personne une semaine après qu'on retrouve en train d'agresser d'autres personnes. Donc pour moi, je ne sais pas si la justice aujourd'hui... Il y a une faille dans le système. Il y a une faille dans le système. Mais j'en ai parlé à un procureur à la radio une fois. Il m'a dit, on ne peut pas incarcérer tout le monde. On ne leur demande pas d'incarcérer tout le monde, tous ces jeunes. Un jeune qui fait un arrachage de sac ou d'un téléphone sur la rue,
Tu le prends, regardons par exemple la rocade d'Omtsaperi. Toutes les pneus qui sont là-bas, il suffit de prendre ces jeunes voyous, aller les faire nettoyer ces gens-là. Aujourd'hui, Pour vous, des travaux d'intérêt général. des travaux d'intérêt général, ils disent qu'ils sont faits, mais pour moi, pas assez. Pas assez. Pas assez strict. Donc pour moi, le procureur ou le juge, ironiquement, je dirais, il se dit peut-être un petit voyou me donnera l'affaire de ma carrière. Alors là, ici, vous parlez de cette jeunesse, de délinquance plutôt juvénile, alors du coup. Oui, elle est juvénile, mais si elle était arrêtée, cette jeunesse, elle a été recadrée depuis ses premiers méfaits. Pour moi, ils ne seront jamais arrivés jusqu'au point où on en est. Imaginez le braquage. C'est une entreprise. C'est une personne qui fait vivre difficilement sa famille avec une petite boutique, une petite boulangerie. Imagine, c'est des petites recettes qu'ils font. Et ces petites recettes, malgré ces petites recettes, c'est ce qu'il a pour faire vivre sa famille. Se faire agresser, risquer de perdre sa vie à l'espace d'un instant, au milieu de Mamoudzou, sachant que souvent, c'est que la plupart des gens qui se sont fait arrêter, ce sont des gens déjà reconnus. Ce sont des gens qui sont déjà connus par la justice, par les policiers. Une fois, on m'a arraché mon sac. Et le policier qui m'a reçu en audition, il m'a dit, selon le quartier et le mode opérateur et ce qui a été fait, on sait exactement c'est tel groupe ou tel groupe ou tel groupe. On sait exactement. Et il m'a dit, Vous avez pensé quoi alors quand il vous a dit ça? Pour moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Hallucinant. Il m'a dit au jour Vous attendiez à ce genre de réponse? Du tout. Je m'y attendais pas parce que je me disais, ils savent pas qui c'est, mais être confronté à ce genre de réponse de la part d'un policier me disant, nous, on fait le maximum, mais on trouve que le maximum, en amont, le travail n'est pas suivi. Donc, c'est que, imaginez par exemple mon sac, je l'ai eu la même journée. On m'a dit, t'inquiète pas, ça s'est passé à tel endroit, on sait exactement qui c'est. Effectivement, le temps de remonter de Kaweni à Longoni, il m'a rappelé, je suis venu récupérer mon sac, avec tout ce qu'il y avait dedans, sauf les sous. D'accord. Et ce sont des gens connus. Et imaginez, la plupart des petites entreprises à Mayotte, on voit certains patrons de ces petites entreprises qui prévoient de quitter Mayotte. C'est l'économie locale qui est touchée. On voit... D'autres l'ont déjà fait d'ailleurs. Ah oui, c'est l'économie locale. Et quand on voit... par exemple, un patron disant oui, je vais partir, je reviens plus parce que à Kaweni, on se fait cambrioler tous les 2-3 jours. Quelle entreprise peut soutenir justement moralement ce cadence? Quelle entreprise peut soutenir financièrement ces préjudices? Aucune entreprise ne peut suivre. Et au jour d'aujourd'hui, pour moi, la préfecture, l'État est directement responsable. Dans quel sens il serait responsable? On a discuté avec le préfet, il nous a dit l'immigration ou pour faire partir les clandestins, c'est la mission régalienne de l'État. Et quand on voit la plupart de petits voyous, c'est des petits voyous qui ont des parents qui ont été expulsés, ou des petits voyous, des gens qui sont venus ici clandestinement. Imagine aujourd'hui à Mayotte, les gens se construisent des belles maisons, mais je pense aller en prison, ils ne seront pas dépaysés. Dans leur maison et aller en prison, ils ne sont pas dépaysés. Parce qu'il y a les mêmes barreaux sur leurs fenêtres sur leurs portes qu'en prison. Ils ne seront pas du tout dépaysés. Et aujourd'hui, on a eu plusieurs réunions avec le préfet en lui donnant des solutions par rapport pour empêcher cette immigration, pour le diminuer. Et le préfet nous a dit, vous savez, on ne sait pas où sont ces clandestins. Vous, les Mahorais, vous ne nous dites pas où sont ces clandestins, où descendent les Kwassa. Mais si les clandestins, vous attendez qu'ils arrivent sur nos plages pour les arrêter, là, il y a 80% qui sont déjà dans la nature, qui ont couru. Si vous voulez vraiment les attraper sur le bord de la plage, sur nos plages de Mayotte, ils sont déjà sur le territoire. Alors qu'on lui a proposé une solution, avant d'arriver sur les autoritariales, leur confisquer leur carburant et laisser juste entrer, juste assez pour rentrer en juin d'où ils viennent. Et il faut savoir que la frontière à Mayotte et Anjouan, elle est plus près d'Anjouan que de Mayotte. Donc en leur laissant assez de carburant, le Kwassa ne peut faire que demi-tour. D'où ils viennent, ça fera des économies à l'État. Parce que les clandestins... Ça, c'est des propositions que vous avez faites. Ce sont des propositions qu'on a fait au préfet. Sont-elles réalisables aujourd'hui? C'est ça, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, ils peuvent réaliser ces sujets parce qu'il y a des radars partout à Mayotte. J'ai la quasi-certitude que tous les Kwassa qui arrivent,
sont repérés par radar, mais il n'y a que certains qui sont attrapés, et un bateau pour ramener un Kwassa de la barrière au-delà de la barrière de Kouara jusqu'à Mamoudzou, il y en a 15 qui rentrent entre-temps. Donc, alors que s'ils confisquaient leur carburant en les laissant rentrer chez eux, ils pourraient faire ces quinzaines de Kwassa qui rentrent. Ils peuvent le faire. Donc, aussi, ce que je remarque, c'est qu'on leur a proposé de mettre des amendes. Parce que tous les Mahorais, à un moment, je dirais, ironiquement, que la générosité des Mahorais n'est plus à démontrer. Donc, il y a des Mahorais qui donnaient de l'argent, qui hébergeaient des gens par générosité. Il y en a qui le faisaient par intérêt. Il y en a, donc, on a demandé à ce que ces personnes, on leur a donné, on a fait toute une liste sur tout le sud de Mayotte, des personnes, ceux qui hébergent, en dénonçant bien, telle personne héberge des clandestins, telle personne fait travailler des clandestins, telle personne aide des personnes qui rentrent irrégulièrement à Mayotte. Et ces personnes-là, on a donné la liste à la préfecture, on a donné la liste à la substitut du procureur qui était présent, on a donné cette même liste au colonel de la gendarmerie qui était sur place. Donc cette liste, ils les ont. Cette liste, ils les ont, les personnes dans la commune, on leur a demandé à ce que ces personnes soient verbalisées. Et déjà, on sait qu'aujourd'hui, l'État a des soucis d'argent. Donc, pourquoi ne pas verbaliser ces personnes-là pour que l'État se fasse de l'argent? Alors là, on va terminer maintenant avec un autre sujet avant de parler justement de ce collectif dont vous faites partie, le CODIM. On va parler de ce TMF, ce Tour de Mayotte en fauteuil roulant, initié par Dr Léo et qui a été suivi par une belle équipe qui a commencé le 20 mars et qui se terminera le 31. On regarde le reportage du début de ce Tour de Mayotte et on en parle juste après. Le top départ a été donné ce matin pour le Tour de Mayotte en fauteuil roulant. Dr Léo et tous ceux qui l'accompagnent dans ce projet sont partis de Amjago pour rejoindre Mtsangamouji. Après des semaines de mise en place, soulagement et enthousiasme régnaient ce matin dans les rangs des organisateurs. Nous avons attendu ce jour, nous l'avons préparé pendant des jours, des semaines, voire même des mois. Nous sommes réunis. C'était plusieurs réunions, au moins une quinzaine de réunions, voire plus. Donc je me rappelle de 15. Et on a mis en place cette action-ci, donc le TMF qui débute aujourd'hui, qui commence enfin aujourd'hui. Le bébé a vu le jour. Donc l'enfant a vu le jour ce matin, nous sommes contents. En même temps, nous sommes là à le protéger, à vouloir le surveiller, à ne pas trop vouloir le laisser prendre des dérives. Donc on attend par ici les dérives sécuritaires. On espère pouvoir tenir, on espère pouvoir faire le nécessaire afin de pouvoir assurer. Nous sommes aidés aussi par des ambulanciers. Ici, c'est l'ambulance du Nord particulièrement pour assurer cette sécurité-là. Et c'est pour montrer en fait la mobilisation de tout Mayotte. Donc pour vous montrer que le peuple mahorais est derrière cette action et a besoin de ces actions-ci. Policiers municipaux, gendarmes nationaux, ambulanciers, maires des communes traversées, citoyens lambda, tous sont derrière cette action citoyenne qui vise à sensibiliser le plus grand nombre sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap à Mayotte. À ce titre, le Tour prévoit des arrêts quotidiens dans les établissements scolaires de l'île. Et pour ce premier jour du TMF, le cortège a fait escale au lycée du Nord à Mtsamboro. Je suis professeur d'EPS, donc on essaye aussi, par exemple, on a des élèves qui ont des handicaps et on essaye d'aménager leur pratique sportive pour qu'ils puissent faire du sport et être exactement comme les autres. Donc nous y sommes sensibles. Mais oui, là par exemple, en fait, rien que d'aller à la rencontre des fauteuils roulants et des personnes handicapées ce matin, eh bien, leur énergie, ils doivent en avoir en fait 10 fois plus que nous, valides, pour ne serait-ce que se déplacer là sur les routes de Mayotte. Mais on va faire en sorte que tous ensemble, eh bien, nous puissions vivre en effet avec les mêmes ambitions pour les uns et pour les autres. C'est tout le sens de ce tour qui prend également des allures d'action militante. En effet, pour Balou, exilé depuis 30 ans en raison du manque d'infrastructures pour les personnes en mobilité réduite à Mayotte, ce TMF doit alerter les décideurs. Oui, j'ai fait le déplacement depuis la métropole pour soutenir l'idée de Dr Léo. C'est une belle initiative. Il a eu le courage de faire ça. C'est une première à Mayotte. C'est super important pour moi parce que déjà moi j'ai un handicap et puis on se bat pour l'avenir
des handicapés à Mayotte, parce que les élus locaux nous ont oubliés. Donc cette manifestation aujourd'hui est faite pour que les choses s'améliorent. Améliorer les choses, c'est tout l'objet de ce Tour de Mayotte, qui doit se terminer le 31 mars prochain. Un Tour de Mayotte en fauteuil roulant, c'est assez particulier, une première ici dans notre île. Lada, vous, quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous vous dites quoi tout de suite? Pour moi, c'est une excellente initiative. Encore des jeunes à l'initiative d'un projet, à l'initiative d'une manière de dire à l'État, on est là, on existe, occupez-vous de nous. Et cette initiative a été prise par des jeunes pour moi faire connaître, parce que au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps d'aller se rencontrer sur certains sujets. Donc l'amener à un reportage comme celle-ci, pour moi, c'est une excellente façon justement de faire connaître la vie à chacun, pour faire connaître à Mayotte, pour dire à l'État, allez-y, vous avez autre chose à faire, vous êtes encore loin d'avoir réalisé vos missions. Alors du coup, concernant plus largement la situation des personnes en situation de handicap, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui qui sont notamment à mobilité réduite? On l'a vu avec ces fauteuils roulants par exemple. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous révolte, quelque chose des aspects quand même qui vous réjouissent ou qui vous donnent espoir dans quelque chose? Oui, ce qui me révolte, c'est que quand on voit qu'il n'y a pas d'aménagement à Mayotte pour faciliter la vie des gens en fauteuil roulant. Alors que c'est des gens qui ont une histoire ou une vie excellente, qui ont autant à donner à Mayotte que les gens valides. Mais c'est juste leur moyen de déplacement qui est assez réduit par rapport à l'aménagement sur le territoire. Donc je demanderais à ce qu'il y ait plus d'aménagement. Justement pour ces personnes, parce que c'est des personnes agréables. J'en ai discuté avec certains d'entre eux. C'est des gens qui ont des histoires impressionnantes, une vie à raconter. Il y en a qui ont des talons cachés, où ils n'arrivent pas à faire montrer ce talent parce qu'ils sont cantonnés sur un lieu, ils ne peuvent pas se déplacer comme ils le veulent. Et c'est des gens qui sont autonomes. Imagine le monsieur faire le tour de Mayotte et un fauteuil roulant. Et un fauteuil roulant, quand on voit la circulation, moi justement, ce que je me dis, comment ça sera quand il va aller le matin suivre les embouteillages partant du sud pour aller à Mamoudzou. Donc pour moi, c'est les gens qui sont autour. Pour moi, c'est des gens au cœur énorme. Et c'est des gens qui donnent de soi, que ce soit pour ce sujet, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour Mayotte comme notre association. On donne de nous pour Mayotte. Donc pour moi, c'est un sujet qui peut que me réjouir. Alors on va maintenant parler la date de ce CODIM, de ce comité. Dites-nous en plus, CODIM, c'est Comité de défense des intérêts de Mayotte, des Mahorais? Oui, c'est un comité qui est à la défense des intérêts des Mahorais, qui sont... parce que quand je parle de Mahorais, c'est toutes les personnes. Ça ne porte pas un peu à confusion que vous parlez des Mahorais plutôt que de Mayotte? Parce que de Mayotte, c'est surtout de Mayotte. Et des Mahorais, parce que nous on considère que Mahorais, ça peut être c'est toutes les personnes qui ont le droit légalement d'être sur le territoire. Nous on considère des gens Mahorais qui investissent. Donc là on n'est pas dans un domaine communautaire, on n'est pas vraiment dans des considérations qui prennent des aspects communautaires. Non, on est plus dans une question de légalité ou de non-légalité. Oui, c'est une question de légalité parce que nous on sait que si les personnes habitant sur le territoire étaient dans la légalité, Mayotte aurait été agréable à vivre. Mayotte aurait été agréable parce que les Mahorais sont des gens généreux, sont des gens qui s'entraident, sont des gens, que ce soit des gens qui viennent de métropole, que ce soit des gens qui viennent de tout autre pays, mais il est sur un quartier légalement et en s'intégrant sur la vie locale, Mayotte est agréable à vivre comme ça. Alors justement, comment est né ce collectif? Comment ça s'est passé? Parce qu'on a parlé dans un premier temps de collectif de Bouéni, c'est devenu collectif du Sud, c'est devenu collectif de défense des intérêts de Mayotte, des Mahorais. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à suivre un petit peu cette histoire, l'histoire de ce collectif. Oui, au fait, le collectif est né justement dans la commune de Bouéni, parce qu'on remarquait justement l'expropriation des terrains des Mahorais par des clandestins. Et ces personnes ont tenté à plusieurs reprises de chasser des gens qui squattent leur terrain et n'ont pas réussi, ont demandé l'aide de l'État.
L'État n'a pas agi, on demandait l'aide de la justice, la justice, la mairie, toutes ces institutions ont failli. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, la justice, l'État n'a comme pouvoir que ce qu'on leur accorde. Donc le pouvoir de la justice, le pouvoir de tout ça, c'est le peuple qui l'obtient. C'est le peuple qui a ce pouvoir. Donc on ne s'est pas levé du jour au lendemain en se disant oui, aujourd'hui on va se faire un tel ou un tel. Vos propos, comme vous les dites, quand on entend, ça peut être grave aussi comme... Oui, ça peut être grave nos propos parce qu'on a tenté de toutes les manières possibles de dire qu'on souffre. Une sorte de révolte, une sorte de colère. Oui, c'est une force de révolte parce que justement c'est que... tout ce qui se passe et qui a donné lieu à ça. Ouais, on a poussé au décasage parce que c'était une façon de dire à l'État, allez-y. Si nous, on le fait, ça serait grave. Vous, faites-le à votre manière, mais faites-le, que ça soit concret. Aujourd'hui, l'État dit qu'il le fait, il nous avance des chiffres que nous, on voit qu'ils sont absolument incohérents par rapport à la réalité sur le terrain. Et même si réellement ces chiffres sont exacts, mais les personnes qui renvoient, le lendemain, ils sont sur le territoire à nouveau. Donc, on a fait d'abord le collectif de Bouéni, parce qu'on voulait faire l'action que dans la commune, parce qu'on voit que les paysans, des gens qui survivent par rapport au manioc qu'ils plantent, aux bananes qu'ils plantent, ils n'arrivent même plus à en avoir chez eux pour nourrir leur propre famille. Et on voit des gens des cambriolages sur des maisons à répétition. Et il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées et rien n'a été fait. Donc on s'est dit, on va lancer un bon coup, voir ce que l'État fait. L'État n'a pas réellement agi à ce sujet. Donc il y a eu, une fois qu'on l'a fait à la commune de Bouéni, il y a des gens sur le sud de Mayotte qui sont venus, qui l'avaient fait un peu avant, comme Poroani, comme Timkoura. Donc on s'est concerté, on s'est dit, on mène le même combat. Pourquoi ne pas se concerter, trouver des idées et mener le combat ensemble? Et heureusement, il y a d'autres villages du sud qui ont entendu parler du collectif, donc sont venus se greffer au collectif. Et aujourd'hui, on se retrouve quasiment au niveau de tout Mayotte pour le collectif. Justement, quand on vous parlait des intérêts, défendre les intérêts, quels sont-ils? Parce que là, on vous parlait de ces expropriations, de faire récupérer les terrains aux propriétaires. Et quels intérêts sont pris en compte par le collectif? Il faut savoir que les intérêts de Mayotte, quand on parle des intérêts de Mayotte, c'est la généralité des gens qui ont été expropriés. Donc, vous pouvez vous saisir de n'importe quel sujet. N'importe quel sujet concernant Mayotte, concernant l'intérêt de Mayotte ou des Mahorais, des gens vivant sur le territoire légalement. Tout ce qui peut porter préjudice à ces gens-là, on le combat. Alors aujourd'hui, quand vous parlez de combat, justement, il y a un principe qui veut qu'on ne peut pas se faire justice à soi-même. Vous êtes d'accord, on est dans une république, il y a des lois. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas peur de franchir un peu la limite par moment? On n'a pas envie de faire ce décalage. Jamais on s'est dit, dans notre vie, on est tous des pères de famille. On est tous des responsables d'une famille au sens large, comme et à Mayotte. On est tous responsables d'enfants. Et jamais un père de famille ou une mère de famille ne peut affronter ce genre de choses sans qu'on le pousse, sans qu'il soit à bout. Donc aujourd'hui, Mayotte est aux abois. La population de Mayotte est aux abois. C'est pour avoir à agir de cette manière, sachant qu'une personne, un père de famille, une mère de famille risque se confronter à ce genre de danger, de se faire arrêter, de se faire emprisonner, de se faire tuer, voire même sur les combats, parce que les personnes qui se font décaser ne peuvent pas être forcément d'accord, ils peuvent se battre. Et quand on voit les personnes qui n'arrivent même plus à aller à Mamoudzou par rapport, on a eu le sujet de coupeurs de route sur le territoire, les gens qui n'arrivent plus à se déplacer librement sur le territoire, les gens qui sont obligés de se baraquer dans leur maison, et même ça, c'est pas suffisant pour être en sécurité chez soi. Imaginons les parents qui ont des enfants dans les différents lycées, que ce soit à Mamoudzou, à Kaweni ou dans les différents collèges. Les parents qui se battent, ils se battent pour ces enfants. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je me dis, ma vie n'a pas d'importance.
Je me bats pour mes gosses. Vous m'avez vu venir avec... Est-ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que c'est un sentiment qui vous est propre ou vous pensez qu'il est partagé par beaucoup de Mahorais? Est-ce que vous êtes représentatif? Est-ce que le collectif est représentatif de l'ensemble de la population de Mayotte? Moi, la situation d'être au point où, à être prêt à y laisser ma vie sur ce combat, elle n'appartient qu'à moi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Mahorais qui sont pas loin derrière. Parce que pour suivre ce mouvement, il faut vraiment être désespéré à un point. Il faut être capable de donner de sa vie pour aller affronter sur des terrains, quand on voit les terrains sur lesquels on intervient. Il faut réellement être quasiment prêt à tout. À tout. On n'est pas des criminels, on n'est pas des agents, des abrutis, on n'est pas des fous furieux, on n'est pas... Non. C'est pour nos enfants. On dit aujourd'hui, la vie qu'on vit, elle est dure. Mais on a la quasi-certitude, si ça continue comme ça, nos enfants vont vivre 10 puissance 2 la violence qu'on subit actuellement, la vie dure qu'on subit actuellement. Donc c'est pour eux. C'est pour eux. En tout cas, merci beaucoup Lada pour cette intervention. Merci de nous avoir dit davantage de choses, expliquer un peu mieux en quoi consiste ce collectif de défense des intérêts de Mayotte, des Mahorais, le CODIM. On reviendra dans d'autres formats, sur d'autres émissions sur vos actions. On le verra bien sûr. En tout cas, c'est ici que s'achève cette émission. Un dernier mot Lada, très court, parce qu'on est un dernier à la mot, fin de l'émission. Les Mahorais, personne ne se battra pour vous. Personne ne donnera quoi que ce soit pour vous. C'est à vous de prendre ce qui vous revient de droit. Battez-vous ou faites-le comprendre. Faites-le comprendre. Alors, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Lada pour cette intervention. Moi, je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission avec un nouvel invité et de nouvelles infos, toujours sur KTV. Bonne soirée à vous.